Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Il y a une question récurrente en éthologie clinique et en médecine du comportement, c'est la question de l'inné et de l'acquis. Est-ce que les comportements observés ont été appris à cause de l'environnement ou est-ce qu'ils se seraient exprimés de toute façon à cause de la génétique de l'animal ? Bien sûr, on va spoiler un peu, il n'y a pas vraiment de réponse absolue à cette question. Mais l'éthologie et les études scientifiques apportent des précisions intéressantes sur le sujet quand même. Alors, une première manière de s'intéresser à cette question, c'est de regarder ce qui se passe chez le chien. On a l'immense avantage de travailler avec des individus qui ont été sélectionnés pour leur aspect physique, mais aussi pour leur comportement. On peut donc avoir une idée de l'héritabilité de certains traits de tempérament ou même de certaines tendances comportementales. Il faut qu'on s'arrête sur cette notion d'héritabilité, Laure. L'héritabilité, c'est la proportion d'un trait, comportemental ou pas, qui est attribuable à la génétique. Par exemple, pour la couleur des yeux, l'héritabilité est de 100%. L'environnement n'est absolument pas responsable du fait d'avoir les yeux bleus ou marrons. Bon, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Il n'existe pas de comportement ou de trait de tempérament pour lequel l'héritabilité est de 100% comme pour la couleur des yeux. Par contre, les études ont quand même permis de mettre des choses en évidence. On sait par exemple qu'il existe des effets de certaines lignées sur certains comportements. Par exemple, chez le Golden Retriever, il existe des lignées très agressives. C'est particulièrement marquant dans cette race qui est réputée, le plus souvent d'ailleurs à raison, pour être peu agressive. Oui, dans les publications qui ont cherché à évaluer si l'agressivité des chiens variait selon la race, le Golden Retriever a généralement un score très bas. Pourtant, chez les rares Golden agressifs, l'héritabilité de cette agressivité envers les humains a été mesurée autour de 77% et de 80% pour l'agressivité envers les chiens. Ces deux traits de tempérament, agressivité envers l'humain et agressivité envers les autres chiens, n'étaient d'ailleurs pas corrélés entre eux et donc les auteurs ont supposé que ça reposait sur une génétique différente. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que plus qu'un effet race, on a bien un effet lignée. En l'occurrence, c'est intéressant parce que ça permet d'éviter certains traits de tempérament indésirables. Mais cette héritabilité joue aussi en la faveur des éleveurs. Par exemple, une étude sur des border collies suédois a consisté à mettre en place un protocole de sélection sur la capacité à effectuer des comportements dits de herding, c'est-à-dire de rassemblement de troupeaux. Et comme d'habitude, on vous mettra toutes les références bibliographiques dans le texte de l'épisode. Donc, sur cette étude dont Mathilde nous parle, les chercheurs ont d'abord décomposé le comportement de herding en plusieurs unités comportementales distinctes. Ils ont donc considéré que le herding, c'était la somme de plein de petits comportements comme fixer le mouton, courir vers lui pincer les jarrets, etc. Et ils ont mesuré l'héritabilité de chacun de ces petits comportements. L'étude a mis en évidence plusieurs choses. D'abord que l'héritabilité individuelle de chaque unité comportementale était variable. Ensuite, que par l'établissement d'un protocole de sélection efficace, on parvenait à améliorer les capacités des chiens à être des bons chiens de berger. D'ailleurs, cette étude ne surprendra sûrement pas les connaisseurs de la race. Les border collies montrent des aptitudes au troupeau particulièrement tôt et souvent avec très peu d'apprentissage préalable. Globalement, un certain nombre de traits de tempérament ont tout de même été montrés comme plutôt héritables chez le chien. Ainsi, il existe des lignées de chiens peureux, des lignées de chiens agressifs ou de chiens anxieux. Et la manière dont ces tempéraments sont observés dans le quotidien peut elle-même être relativement héritable. Il a par exemple été montré que chez le cocker, l'agressivité était aussi un trait héritable. Mais en plus, les cockers agressifs le sont davantage sur leurs propriétaires que des chiens d'autres races ont tendance à l'être. Bon, donc certains traits de tempérament et même certaines unités comportementales ont une composante innée. D'ailleurs, pour nous, en médecine du comportement, ça a un côté plutôt rassurant parce que beaucoup de propriétaires de chiens arrivent en culpabilisant pour le problème de comportement de leur animal et pensent que tout est de leur faute. Mais les chiens n'arrivent pas tous égaux chez leur humain et ont donc une propension à développer certains troubles. Bien sûr, il ne faut pas être fataliste non plus, même si l'origine des troubles est en partie génétique, il y a toujours quelque chose à faire. Mais il est important d'avoir en tête que le comportement observé est globalement toujours la conséquence d'une génétique particulière dans un environnement particulier. Et ça, c'est ce que dit Panksepp. Et je m'excuse par avance si j'ai écorché son nom. Donc, Panksepp, c'est un neuroscientifique reconnu.
Et lui, ce qu'il dit, c'est donc que la nature, la génétique, apporte les capacités à ressentir les émotions et à se comporter de certaines manières en conséquence. Les apprentissages, eux, permettent de moduler les outils pour s'adapter au monde. Prenons par exemple la réaction de fuite face à un danger perçu. Par exemple, il est plutôt inné pour un cheval de fuir face à un mouvement soudain ou un bruit fort. Cette réaction innée a été sélectionnée grâce à la sélection naturelle. Les chevaux qui fuyaient le danger de manière efficace ont eu plus de chances de se reproduire et la composante génétique de ce comportement s'est donc maintenue dans le temps. Oui, mais heureusement pour les cavaliers, cette réponse de fuite peut diminuer avec les apprentissages. Ainsi, un cheval peut apprendre à ne plus du tout fuir, même lorsqu'il entend un coup de feu soudain, grâce à ses capacités d'apprentissage. Mais malgré tout, certains chevaux ont une plus grande propension à fuir lorsqu'ils perçoivent un danger, et ce, malgré des années d'éducation. Chez d'autres chevaux, au contraire, la réponse de fuite elle est très prompte à disparaître, voire elle apparaît très rarement. C'est une question de génétique. Mais bien d'autres critères sont héritables. Par exemple, on considère que l'aptitude au saut chez le cheval a une héritabilité de 0,25. Donc 25% de l'aptitude au saut est déterminée par la génétique chez le cheval. C'est bien pour ça que les éleveurs sélectionnent les reproducteurs et espèrent que leurs capacités se transmettent aux générations suivantes. Mais bien sûr, faire naître un champion olympique, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il ne faut pas non plus négliger les expériences du très jeune âge, voire celles vécues pendant la gestation. On sait que le stress de la mère pendant la gestation a une influence sur certains comportements du petit. Et de la même manière, les expériences très précoces ont souvent une influence plus importante que les expériences tardives. Et oui, Laure, le cerveau du jeune animal n'est en général pas complètement développé à la naissance. Les expériences précoces vont donc affecter son développement, c'est ce qui les rend si importantes. Mais on aura l'occasion de vous faire un épisode sur le sujet, j'en suis sûre. En tout cas, il peut être parfois difficile de discerner l'inné de l'expérience très précoce, ce qui vient encore plus alimenter le débat inné vs acquis. Vous l'aurez compris, c'est pas aujourd'hui qu'on va trancher sur la question de l'inné ou de l'acquis. Il est très important de garder à l'esprit que l'inné a une part non négligeable de responsabilité dans un certain nombre de comportements. La sélection des comportements peut être naturelle parce que certains comportements ont permis à certains individus de se reproduire de manière plus efficace en survivant dans la nature, mais elle peut être aussi artificielle parce que certains comportements ont été avantageux pour l'humain et donc recherchés dans certaines races, comme chez le Border Collie par exemple. Et par-dessus cette sélection de comportements, il faut bien sûr rajouter l'acquis, c'est-à-dire les apprentissages. Ils permettent de moduler les réactions face à l'environnement et donc de se comporter de manière plus juste dans une situation donnée. Bon, on espère avoir apporté un peu de clarté dans ce vaste débat. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur notre compte Instagram Vétologie ou par mail vétologie.podcast@gmail.com. Et si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous et vous abonner sur la page d'écoute de votre podcast préféré. Et on vous dit à très bientôt sur Vétologie.